Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, bon, très bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je fais un partage d'écran donc sur ce premier webinaire de la rentrée scolaire. Donc, ce webinaire va être consacré essentiellement à la rentrée scolaire. Donc, on va retrouver toutes les infos qu'on retrouve à ce moment-là de l'année. Donc, les infos sur la rentrée scolaire, sur les passeports loisirs. Et on va avoir une nouveauté dont on vous a déjà parlé lors des précédents webinaires. C'est la réforme du CMG et qui entre en vigueur, en tout cas les 2 premières phases, au mois de septembre. Et puis en actualité, nous, on fête les 80 ans de la sécurité sociale cette année. Je vous en parlerai, puis on parlera des rendez-vous habituels. Donc cette l'allocation de rentrée scolaire a déjà été versée. Elle a été mise en paiement le 19 août pour les personnes qui avaient fait le nécessaire, en tout cas pour les enfants pour lesquels on va avoir une justification de rentrée scolaire, c'est-à-dire à partir de 16 ans. Sinon, de 6 à 16 ans, c'est payé automatiquement à partir du moment où la famille remplit bien la condition de ressources. Alors, l'allocation de rentrée scolaire au niveau Haute-Marne, ça concerne 6 730 bénéficiaires et on est presque à 5 millions d'euros pour un département comme la Haute-Marne. En moyenne, ça fait 743 euros par famille. Donc, on a 3 montants de rentrée scolaire en fonction des âges. On a une tranche 6-10 ans, une tranche 11-14 et une tranche 15-18 ans. Et vous voyez que c'est plus important pour les 15-18 ans. Mais en gros, on est autour de 430 à 460 euros. Donc, pour les jeunes de 16 à 18 ans, effectivement, les parents, ils doivent effectuer sur notre CAF.fr une démarche, c'est-à-dire confirmer que leur enfant qui a plus de 16 ans, il est bien scolarisé. Donc, c'est une démarche hyper simple. Ils ont une alerte sur leur compte. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas effectué pour l'instant, ils ont jusqu'à la fin de l'année pour l'effectuer. Bon, plus tard, ils feront cette démarche, plus tard, ils auront le paiement. Mais pour les personnes qui ne l'ont pas effectué, ils ont le temps de le faire. Donc, à l'heure actuelle, on a déjà pas mal de personnes qui ont effectué cette démarche pour avoir l'allocation de rentrée scolaire. Alors, en plus de la rentrée scolaire, donc là, on a eu le forum des associations qui a été effectué à Chaumont ce samedi. Et avec ce forum, tous les enfants ont pu s'inscrire à des activités sportives ou culturelles. Et la CAF est là pour accompagner les familles dans ces exercices de diverses activités. Alors, c'était le passeport loisir. Là, vous avez un flyer qui vous est sur le CAF.fr. On a un flyer, un récapitulatif de qui est concerné par les passeports loisirs et surtout comment en bénéficier. Donc, en fait, le passeport loisir, c'est une aide exceptionnelle pour encourager les jeunes à pratiquer donc une activité culturelle ou sportive pendant l'année scolaire. Et en contrepartie, la CAF va pouvoir aider à hauteur de 50 à 80 euros la famille pour financer cette fameuse licence. Donc, la petite spécificité, c'est qu'il est majoré de 20 euros pour les enfants qui sont porteurs d'un handicap et qui bénéficient de l'AEH. Pour en bénéficier, l'enfant, il doit être né entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2021. Les familles doivent avoir un quotient familial inférieur à 900 euros au 30 juin. Et si
la famille remplit les conditions, c'est-à-dire que l'enfant il a bien l'âge et que la famille a bien un quotient familial inférieur à 900 €, elles ont reçu un passeport loisir à télécharger, à imprimer et ensuite ce formulaire, il va être à faire compléter par l'association qui va dire, bah, qu'elle a bien reçu, le règlement et en fonction, du quotient familial, puisqu'on a 2 tranches, si, la famille, elle a, un quotient familial inférieur à 600 €, on pourra l'aider jusqu'à 80 € et si elle a un quotient familial entre 600 et 900 €, on lui remboursera jusqu'à 50 € en fonction, de ce qui aura été payé. Alors par contre, autant pour, l'allocation de rentrée scolaire, les parents, on va dire, ils ont le temps d'attester, que leur enfant est bien rentré dans un établissement scolaire. Par contre, pour les passeports loisirs, il faudra que l'enfant donc soit inscrit avant le mois d'octobre et surtout que le passeport loisir nous soit retourné avant, enfin au 31 octobre, le cachet faisant foi, à la CAF. Puisque tous les passeports loisirs qui nous arriveraient après le 31 octobre, on ne les remboursera pas. Donc là, il faut être un peu vigilant et assez réactif. Est-ce que vous avez des questions sur, ces 2 aides pour la rentrée scolaire? Et ben, je vais passer, donc aussi, aux jeunes, alors qui sont pas forcément, concernés par la rentrée scolaire, mais plutôt aux jeunes qui vont accéder à un logement ou, ben, rentrer dans les études supérieures. Donc vous avez, plusieurs, vidéos qui sont disponibles sur, notre CAF.fr et notre espace local. Comment faire sa demande d'aide au logement pour les étudiants? En colocation, peux-tu bénéficier des aides à la CAF? À quelle date est versée l'aide au logement et quand indiquer couple sur sa demande d'aide au logement? Puisque c'est une question qu'on a de plus en plus, puisqu'on a des étudiants, on a des étudiants en colocation et on a aussi des étudiants qui peuvent être en couple. Donc, comment bien faire la différence et comment répondre à toutes ces questions des jeunes qui vont accéder à un logement? Eh ben, je vous invite à aller sur nos pages du CAF.fr et nos pages locales où c'est des vidéos qui ont été faites en interne avec bah, des conseillers CAF 52 qui répondent aux questions. On a une aide exceptionnelle qui a été créée cette année, qui s'appelle l'aide exceptionnelle de la CAF pour les 18-19 ans. Parce qu'effectivement, l'allocation de rentrée scolaire, ça s'arrête au 18. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu, enfin, il faut pas avoir 18 ans au 16 septembre. Donc, en gros, ça s'arrête à 17. Et donc, la CAF a décidé de prolonger de 1 an une aide. Alors, c'est pas une allocation de rentrée scolaire, puisqu'elle n'est pas à 400 et quelques euros. C'est une aide exceptionnelle pour les 18-19 ans. Elle est donc à destination des 18-19 ans qui n'ont pas la rentrée scolaire parce qu'ils ne remplissent plus la condition d'âge, qui sont à la charge d'une famille qui a un quotient familial de moins de 600 €, donc pour les familles modestes, et qui poursuivent leur étude en haute main. C'est une aide de 200 € et on a contacté donc les familles par téléphone pour leur indiquer que cette aide existait et ils avaient juste à nous confirmer que leur enfant, il rentrait bien en études, alors apprentissage y compris, et poursuivait les études à la rentrée. Et on verse cette aide exceptionnelle. Donc c'est pas légal, c'est bien une aide décidée par la CAF de la Haute-Marne, en complément. Alors les étudiants pour la demande en ligne, donc pour les jeunes qui accèdent à un nouveau logement, plusieurs démarches sont à réaliser. Donc allez sur le CAF.fr, bien évidemment. Déclarer le changement d'adresse si jamais il changeait, ben, soit de résidence universitaire, soit de logement. Et surtout, faire une nouvelle demande d'aide au logement. C'est pas parce qu'il y a une aide au logement qui est en cours que ça continue. Il faut bien redéposer une demande d'aide au logement à partir du moment où il y a un nouveau logement et un changement d'adresse, y compris un changement d'adresse dans la même résidence. Dès qu'il y a changement de logement, il faut bien faire une nouvelle demande.
Alors, la prime de déménagement, c'est uniquement à des familles nombreuses, c'est-à-dire à des familles de plus de 3 enfants et plus. Ça ne concerne pas forcément les étudiants. Et par contre, effectivement, pendant cette période de rentrée scolaire, vous avez aussi beaucoup de gens qui déménagent, pas spécialement des étudiants qui emménagent, mais des personnes qui sont mutées. Donc effectivement, là, il peut y avoir droit à une prime de déménagement si c'est une famille de plus de 3 enfants. Et quand il y a un changement hors département, il faut bien aviser la CAF puisque le dossier devra être muté dans l'autre caisse. Alors, vous avez aussi un petit tuto comprendre l'aide au logement étudiant en 90 secondes. Enfin, c'est pas un tuto, c'est plutôt un petit film. Il faut faire une simulation. On leur conseille de faire une simulation, surtout pour un premier logement, pour connaître le montant de l'aide au logement. Parce qu'avant de se lancer dans la recherche d'un appartement, il est quand même bien de savoir combien l'étudiant va pouvoir prétendre et ce qui va lui permettre de faire son budget. Et ensuite, il peut se lancer pour faire sa demande sur le CAF.fr. Et surtout, créer son compte personnel si c'est sa première demande. Alors, pour les personnes qui ont déjà une aide au logement en cours, on est aussi dans la campagne annuelle des loyers. Elle a commencé le 15 juillet. Et elle va permettre de recueillir auprès des bailleurs les nouvelles quittances de loyer, enfin les quittances de loyer du mois de juillet, qui vont nous permettre, nous, de recalculer les droits et de réévaluer les droits au mois de janvier, donc l'année prochaine, donc 2026. Donc depuis juillet, on a contacté les bailleurs, on fait des relances aussi au mois d'août. Et pour les retardataires, on fera des relances en septembre, en octobre et en novembre pour qu'au mois de janvier, on ait bien les quittances de loyer nécessaires au recalcul des droits à partir du 1er janvier 2026. Donc les bailleurs, ils ont bien reçu leurs identifiants de connexion. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter. Je vais voir. Voilà. Alors, je reviens, excusez-moi. Si j'ai bien des demandes de connexion. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Parce que comme j'ai changé pas mal d'écran. Oui, oui. Donc, oui, on était à la téléprocédure bailleur. Excusez-moi. Donc, ils sont questionnés, ils doivent nous télédéclarer les loyers en ligne. Et quand il y a un incident, puisque ça peut arriver avec les identifiants de connexion, il y a une adresse de contact qui est indiquée en dessous, bailleur@caf52.caf.fr, mais les bailleurs la connaissent et cette adresse, elle est vraiment utilisée uniquement par les bailleurs pour nous signaler tout problème de connexion par rapport à cette campagne de loyer. Bon, alors on ne le dira jamais assez, dès qu'il y a un changement de situation, il faut bien nous le déclarer en ligne pour éviter tout ce qui est indu ou mauvais calcul des droits. Alors, je vous ai dit que nous, on allait faire la fête. Alors, c'est pas uniquement faire la fête, mais il y a les 80 ans. Et pour cet événement, il y a pas mal de choses qui sont organisées au niveau de la Sécu pour sensibiliser toutes les personnes à cette grande invention qu'est la sécurité sociale. Et on a un concours d'expression artistique qui va être ouvert essentiellement aux lycéens, aux élèves dans les établissements scolaires. Donc ce concours, il invite les jeunes à réfléchir sur la sécurité sociale comme incarnation des valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc la sécurité sociale, par son rôle redistributif, renforce la cohésion sociale en réduisant les inégalités économiques et sociales. Elle est ainsi une institution républicaine majeure.
Alors que l'éducation nationale est pleinement engagée dans la promotion des valeurs de la République, le 80e anniversaire de la sécurité sociale va offrir une occasion unique pour donner la parole aux jeunes générations sur leur relation à la solidarité à autrui. Les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie locale du 80e anniversaire de la sécurité sociale, qui aura lieu donc le jeudi 11 décembre après-midi. Donc l'objectif du concours, c'est bien de faire réfléchir les jeunes aux conditions pour la sécurité sociale d'incarner des valeurs républicaines, de communiquer auprès des jeunes sur l'importance de ces valeurs en France et de proposer des actions concrètes venant incarner ces valeurs. Donc les élèves qui sont concernés, c'est le concours il est ouvert aux élèves scolarisés en lycée dans le département de la Haute-Marne, que ce soit un lycée technologique, professionnel ou général, ainsi que les étudiants scolarisés en classe de section technicien supérieur. Et c'est bien un travail collectif qui va être fourni et qui va être proposé, et qui va être fait aussi en collaboration avec les professeurs, bien entendu. Les enseignants vont constituer des groupes d'élèves qui vont travailler sur des thèmes différents et présenter leur production. Alors, des projets créatifs et collaboratifs. En cette année anniversaire, les élèves sont invités à sélectionner un des sujets parmi les 3 ci-dessous. Donc, il y a 3 thèmes pour travailler sur la sécurité sociale: liberté et sécurité sociale, égalité et sécurité sociale, et fraternité et sécurité sociale. Les élèves donc peuvent prendre diverses formes, divers supports pour leur création artistique. Ça peut être des vidéos, comme des compositions musicales, comme des affiches, comme une pièce de théâtre, une chorégraphie. En fait, c'est quand même assez ouvert. L'inscription, elle est jusqu'au 15 septembre, donc la semaine prochaine, ce sera terminé. Et elle peut s'effectuer en ligne à l'adresse mail suivante. Le concours, il aura lieu du mardi 16 au 17 novembre, puisque le 17 novembre, c'est la date limite de dépôt des diverses réalisations. Le jury va se réunir le 24 novembre et il va délibérer sur les 3 catégories, et puis il y aura un prix qui va être remis. Donc, il y aura quand même 6 prix, puisqu'il y a déjà 3 thèmes, d'une valeur de 333 €, qui sera remis lors de la remise des prix qui va être le 11 décembre. Et il y aura en plus une somme de 2 000 € qui va être allouée à l'ensemble des établissements participants et qui devront se répartir. À l'occasion aussi de ces 80 ans, il va y avoir un conseil d'administration public le vendredi 3 octobre, donc ouvert à tout le monde, qui aura lieu à l'amphithéâtre 9 rue de la Maladière à Chaumont. Donc c'est au sein de la CCI. Et pour cet événement, il faut s'inscrire, et les inscriptions sont attendues avant le 24 septembre par mail à l'intention de notre secrétariat de direction. Alors, le vide famille a été publié cet été. Il est consacré en majorité, il y a une grande page qui est concernée aux violences, mais pas que. Et aussi d'autres pages sur le complément mode de garde dont je vais vous parler, puisque c'est notre réforme, et aussi au BAFA. Alors, on vous a mis les prochains rendez-vous. Donc, on a déjà un Facebook Live qui a été réalisé le 28 août, qui a été réalisé par Thomas Brune. Le forum des associations qui a eu lieu le samedi, ce samedi-là, où la CAF était présente. Jeudi 18 septembre, il y aura un forum auprès de la mission locale de Chaumont. Le jeudi 18 septembre aussi, un café parents. Être parent, parlons-en, qui va avoir lieu à Saint-Dizier au sein de l'UDAF. Un atelier nouveaux bénéficiaires RSA est prévu le mardi 23 septembre à 14 h au siège
Et là, ce sera en fonction des inscrits et qui va être co-animé avec la CAF, la CEPAM et le conseil départemental. Et ça va être au sein de notre siège. Et on a aussi un atelier bénéficiaire RSA qui va avoir lieu à Saint-Dizier le jeudi 25 septembre. Et puis notre prochain web partenaire qui sera prévu le lundi 6 octobre. Alors, on a parlé de la rentrée scolaire et avec la rentrée scolaire, on a une réforme qui est mise en place là au mois de septembre, c'est la réforme du complément mode de garde, dont on a déjà évoqué les grandes lignes lors de précédents webinaires. Et là, elle rentre en vigueur, en tout cas pour les 2 premières modifications. Donc, le complément mode de garde, il évolue pour mieux répondre aux besoins d'accueil des familles et s'adapter à leur situation. Donc, il y a 3 mesures qui sont prévues dans cette réforme. La première mesure, on va dire la plus importante, c'est surtout la modification du module de calcul. Et là, il rentre en vigueur dès le mois de septembre. Et la deuxième mesure, c'est l'extension du recours au CMG jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales. Et puis, dans un second temps, mais c'est qu'à partir du mois de décembre, la possibilité d'ouvrir le droit au CMG pour les 2 parents qui auront des enfants en résidence alternée. Donc, dans cette réforme, on vous a mis un schéma service public de la petite enfance. Donc, l'ambition de ce service public de la petite enfance, c'est bien de déployer une offre d'accueil disponible, adaptée aux besoins diversifiés de tous les enfants et accessible et de qualité. Alors, les modes d'accueil sur la Haute-Marne et les plus connus, donc vous avez l'accueil en crèche, et vous avez l'accueil individuel, soit par une assistante maternelle, soit par une employée, une aide à domicile. Et cette réforme, elle a pour but, en fait, de développer l'accès à l'accueil à domicile pour toutes les familles. Donc lutter contre la pénurie des professionnels et renforcer l'activité des métiers. Alors, pour parler concrètement, la réforme, elle vise à améliorer le système de remboursement pour les personnes qui font appel à une employée à domicile ou à une assistante maternelle. En effet, la réforme, elle vise bien à rapprocher la logique du calcul du CMG emploi direct à celui qui est fait actuellement en crèche. Donc les crèches, elles sont financées par la prestation de service unique et le coût pour un enfant qui est mis en crèche, il est vraiment adapté aux ressources de la famille. Il est effectué en fonction des ressources de la famille. Alors que le CMG mode de garde, qui est versé par la CAF directement aux familles, actuellement tel qu'il est calculé, il y avait plusieurs montants, mais c'était des montants forfaitaires. On avait 3 montants en fonction des ressources de la famille, mais quand vous atteignez le montant plafond, si le montant plafond était à 600 €, vous ne pouviez pas aller au-delà, même si la famille, elle avait 1 000 € on va dire, de frais de garde. Donc ce mode de calcul, il a pour objectif de réduire le reste à charge pour les familles qui ont des faibles ressources et qui ont un recours à un certain nombre d'heures de garde et notamment un nombre important, donc avec des familles qui peuvent avoir 800, 900, 1 000 € en recours à un mode de garde. Elle vise à renforcer l'équité entre les familles, à mieux en prendre en compte les nouvelles configurations familiales, comme la résidence alternée et les familles seules, les personnes seules qui ont un enfant à charge, et à rapprocher les conditions d'accès et de soutien financier entre les différents modes de garde.
Les conditions actuelles, effectivement, de versement du CMG entraînent des inégalités, puisque actuellement, la condition de reste à charge pour les familles peut conduire à des effets d'évitement des ménages les plus modestes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour couvrir cette dépense et peuvent donc être contraints de renoncer à ce mode de garde. Effectivement, actuellement, on a 3 montants en fonction des ressources et même le montant le plus important, c'est un montant forfaitaire. Donc, dès qu'on a atteint ce montant, on ne peut pas verser plus. Alors qu'avec le nouveau mode de calcul, on va vraiment prendre en compte cette notion de reste à charge. On va faire en sorte que si on est sur une famille modeste, ben, on va faire en sorte qu'elle ait un reste à charge le plus faible possible en fonction de ses ressources. Donc le premier volet de la réforme, il correspond à l'adaptation du mode de calcul. Donc il est désigné par le terme de linéarisation du CMG. Le CMG rémunération change de logique de calcul en passant du système forfaitaire à un modèle fondé sur une logique de participation proportionnelle des familles, et notamment ce fameux reste à charge. Donc on va bien prendre en compte surtout les ressources mensuelles de la famille, aussi le nombre d'enfants à charge, le coût horaire, le coût total et le taux d'effort horaire qui est en fonction du nombre d'enfants à charge. Alors, il y a des simulateurs qui sont en ligne déjà depuis le mois de juin pour que les familles puissent déjà avoir une idée de l'aide auquel elles pourront prétendre en fonction de leurs ressources et en fonction du coût mensuel. Donc, cette application de la réforme, c'est dès ce mois-ci, c'est immédiat. Pour les familles qui avaient déjà du CMG, c'est automatique, elles n'ont pas de demande à faire, elles vont basculer dans le nouveau mode de calcul. Et puis pour celles qui vont accéder à un mode de garde ce mois-ci, il faudra nous déposer une nouvelle demande. Alors, il y a un dispositif transitoire qui va être mis en place pour les usagers dont les droits CMG baisseraient avec la réforme afin qu'ils bénéficient quand même, on va dire, pour pas avoir une chute trop importante du CMG, d'une petite compensation. Parce que effectivement, cette réforme, elle est faite pour les familles modestes qui vont avoir recours à un mode de garde et notamment les familles modestes qui vont avoir recours à un mode de garde qui va leur coûter cher, c'est-à-dire avec un grand nombre d'heures. Mais dans cette réforme, eh bien, il va y avoir des perdants et on va dire ça va être les familles un peu plus aisées qui risquent de perdre avec ce système de calcul, puisqu'on part sur un reste à charge, et ce reste à charge, il est bien calculé en fonction des capacités, en fait, des capacités de paiement des familles. Alors, il y a aussi alors non, c'est pas mis, mais il y avait pour les familles qui embauchaient qui avaient recours à une structure et il y avait un minimum de 16 heures, ce minimum de 16 heures, il est supprimé. Donc, elles pourront être remboursées même si elles font appel à une structure moins de 16 heures. Donc, pour les familles monoparentales, donc ça, c'est vraiment une évolution dans le bon sens aussi, c'est d'étendre le remboursement jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales, parce qu'effectivement, après 6 ans, je dis 16 ans, je crois, après 6 ans, si la personne continuait de mettre son enfant en garde, notamment après ou avant l'école, il n'y avait plus aucun remboursement de la CAF, ce qui pouvait mettre en difficulté donc des familles monoparentales avec peu de revenus. Et là, ça va pouvoir être étendu jusqu'aux 12 ans. 14% des mineurs dont les parents sont séparés vivent en garde alternée, cette modalité tendant du reste à se développer. Donc là, c'est pas au mois de septembre, c'est qu'à partir du mois de décembre, donc je vous en parle pas trop, on vous en reparlera plutôt lors du webinaire du mois de décembre.
pour le CMG résidence alternée. Là, on est bien sur un mode de calcul qui change à partir du mois de septembre. Bah, si là, on le met là. Que la condition minimum de 16 heures de garde, elle est bien supprimée dès le mois de septembre. Il y a des simulateurs qui sont disponibles sur le site de l'URSSAF. Donc maintenant, il faut passer par un simulateur. Avant, on avait 3 montants en fonction des ressources. Mais là, c'est un peu plus compliqué à calculer, donc on est obligé de passer par un simulateur. Et il y a quand même une foire aux questions aussi qui est disponible sur le CAF.fr pour répondre aux diverses questions qu'aurait l'EPA. Et donc, c'est bien l'URSSAF aussi qui est concerné, enfin l'URSSAF avec le centre page emploi, puisque dès qu'on parle de paiement à l'assistante maternelle, l'URSSAF intervient. C'est pour ça qu'on vous parle de l'URSSAF dans nos slides. Est-ce que vous avez des questions sur cette réforme CMG? On va vous parler, alors là, par contre, une réforme qui impacte l'accueil, nos accueils, à Chaumont et à Saint-Dizier, et qui va surtout impacter les allocataires qui vont venir nous voir. À compter du 22 septembre, on va mettre en place un nouveau parcours d'accueil. Les personnes qui vont arriver dans nos accueils CAF, qu'ils aient pris un rendez-vous ou non, vont devoir signaler leur arrivée en s'enregistrant. Elles ne vont pas aller s'adresser directement à l'agent qui est en espace numérique. Elles devront d'abord scanner un QR code qui va être sur une borne à l'entrée et avec leur téléphone portable et renseigner des informations. Alors, il faudra bien qu'elles aient leur téléphone portable et aucune information ne pourra être donnée à l'usager si elles ne font pas cette démarche au préalable. Donc, cette évolution, elle doit permettre d'améliorer l'accueil des allocataires et de fluidifier les rendez-vous. Donc, c'est bien mis en place à partir donc, de la fin du mois 22 septembre dans nos 2 accueils, à Chaumont et à Saint-Dizier. L'usager, il devra bien en fait s'identifier obligatoirement lors de la prise d'un rendez-vous et il devra bien se connecter à son espace Mon compte. Si l'usager n'a pas de compte, il sera invité à en créer un et la prise de rendez-vous, sa modification ou son annulation va donner lieu à confirmation, soit par mail ou SMS, suivant le canal que l'allocataire va avoir choisi. Donc, concrètement, il faut avoir un téléphone portable, puisque l'allocataire, quand il va se présenter, il va devoir scanner le QR code qui va être disponible sur notre borne. Et ensuite, ça va l'emmener sur une petite page, j'ai un rendez-vous ou je n'ai pas de rendez-vous, et il devra cliquer et surtout s'identifier. Et il devra s'identifier avec son numéro de sécurité sociale, donc s'il l'a, normalement il l'a, s'il le connaît par cœur, ou son numéro de portable. Et une fois qu'il s'est identifié et qu'il a choisi soit qu'il avait un rendez-vous ou pas, il va avoir un numéro de ticket qui va s'afficher sur son téléphone portable. Alors, si l'usager n'a pas de téléphone, bonne question, il pourra toujours se présenter à un agent d'accueil qui enregistrera son arrivée en lui demandant les mêmes informations, c'est-à-dire son numéro de sécurité sociale ou son numéro de téléphone, et les informations indispensables pour pouvoir être renseigné. Donc en fait, ce sera nous, notre agent à l'espace numérique, qui fera la démarche en fait pour lui. Et pour les personnes qui ne seraient pas allocataires, ils devront également s'enregistrer en renseignant obligatoirement leur numéro social ou leur numéro de téléphone. Il y a donc plusieurs possibilités. Alors la première possibilité, c'est soit la personne, elle avait déjà un rendez-vous de prévu et elle se présente à la CAF pour aller voir un conseiller en box.
Donc là, elle sélectionnera qu'elle a un rendez-vous. Elle va signaler son arrivée, ce qui va permettre aussi, nous, à l'agent d'accueil en box, de savoir qu'elle est arrivée et de télécharger son ticket. Donc, ils vont avoir un numéro, ça c'est pour conserver aussi l'anonymat, A08. Et ensuite, elle va être appelée sur nos panneaux d'affichage. Et si elle n'a pas de rendez-vous, elle sélectionne qu'elle n'a pas de rendez-vous. Mais après, on a toujours l'identification avec le numéro de sécu ou le numéro de téléphone qui va être demandé et un ticket qui va être délivré sous forme de chiffres et de lettres éventuelles. Alors pour la prise de rendez-vous, elle se fait en amont sur lecaf.fr. Un locataire, il va pouvoir prendre son rendez-vous de chez lui, soit sur lecaf.fr ou soit venir à notre accueil et on a les conseillers qui peuvent donner des rendez-vous pour plus tard, pour les personnes qui ne sauraient pas comment prendre un rendez-vous, qui n'ont pas accès tout simplement à un ordinateur ou qui sont en difficulté pour faire ces démarches. Donc, c'est juste l'ergonomie qui a un petit peu changé, mais pour les personnes qui prenaient des rendez-vous, ça n'a pas changé. C'est juste le motif des rendez-vous, les noms sont plus forcément les mêmes. Par exemple, le bouton demander un rendez-vous, il est renommé prendre un rendez-vous, et on a certains motifs de rendez-vous qui ont changé. Donc, tout au long du mois de septembre, les agents d'accueil vont informer systématiquement les usagers des nouvelles modalités de ce parcours, puisque ça va être un changement pour les personnes qui ont l'habitude de venir nous voir et les sensibiliser notamment à l'identifiant via le smartphone. Donc, d'ores et déjà, vous pourrez dire aux personnes que vous rencontrez de venir avec leur téléphone. Après, on sait très bien que maintenant, les personnes, elles ont toujours leur téléphone sur elles, on ne peut plus vivre sans. Donc, logiquement, on ne devrait quand même pas avoir de difficultés à ce sujet-là. Elles ont leur téléphone sur elles. Après, on va les sensibiliser à aller bien s'identifier dès qu'elles rentrent dans nos locaux. Donc, sur lecaf.fr, il y a déjà des vidéos, des tutoriels qui sont mis à disposition pour faciliter la prise de rendez-vous. Et ensuite, nous, on a nos agents d'accueil qui seront là aussi pour aider les personnes quand elles arriveront pour s'identifier. Voilà. Bonjour Delphine, je m'excuse de te couper, j'avais levé la main mais tu ne l'as peut-être pas vu. Ouais, j'ai une question sur la prise de rendez-vous. J'ai vu dans la newsletter que c'était plus possible pour les non-allocataires, qu'il fallait forcément créer un compte. J'ai bien compris? Oui. D'accord. Et pour créer un compte, il faut quoi exactement comme données? Il faut un numéro d'allocataire ou quelque chose? Il faut aller sur caf.fr et dire je ne suis pas allocataire et logiquement, il renvoie directement sur créer un compte. Et il va juste demander des coordonnées, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, voire adresse mail. Ok. Merci. D'autres questions? Alors nous, ce nouveau parcours, alors c'est vrai que ça fait une démarche en plus à faire par l'allocataire, mais ça va nous permettre aussi, nous, d'avoir des statistiques, ça c'est sûr, mais pour l'allocataire, ça va aussi alimenter son dossier, c'est-à-dire que là, toutes les personnes qui avaient un rendez-vous, elles étaient tracées. On savait que la personne avait eu un rendez-vous pour telle ou telle chose avec un conseiller. Mais toutes les personnes qui venaient à l'espace numérique, soit pour être aidées sur leur démarche ou des questions diverses, elles n'étaient pas forcément comptabilisées et surtout, on n'avait pas connaissance de pourquoi elles étaient venues. Et ça va nous permettre, nous, de savoir qu'elles ont déjà eu un premier niveau de réponse. Et ça peut aussi nous permettre de rétroagir
surtout pour les demandes d'aide au logement, qu'elles ont déjà fait une première demande, on va voir au moins la trace qu'elles sont venues à l'accueil pour demander des renseignements. Donc, ça va être très intéressant pour nous, mais aussi intéressant pour la locataire. Et puis, pour savoir aussi son parcours. C'est quelqu'un qui vient souvent en accueil, qui a besoin d'être accompagné ou pas. Ça peut nous aider les conseillers dans nos réponses téléphoniques, de voir tous les contacts qu'on a eus déjà avec cet allocataire et sur quelles prestations. Et aussi de fluidifier, et notamment pour les prises de rendez-vous, de prévenir notre agent d'accueil qui est un peu isolé dans son box, de savoir que l'allocataire, il est bien là et qu'il peut l'appeler de suite. Est-ce qu'autour de cette rentrée scolaire, vous avez des questions, des interrogations, des choses qui ne sont pas claires? Donc, je vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction et puis à participer à notre prochain webinaire qui aura lieu au mois d'octobre. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous les libère pour aller à vos activités respectives qui doivent être bien chargées en cette rentrée scolaire pour tout le monde, pas que pour les enfants. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée Delphine, au revoir. Bonne journée.